Ok, donc mes liens d'intérêt. Alors Irène Frachon serait dans la salle, j'aurais honte. Et j'ai grosso modo tous les laboratoires qui fabriquent des antibiotiques. Alors première chose, le Vidal. Le Vidal, c'est la pub du Vidal, c'est la référence en matière d'information sur le médicament. Quand on parle d'antibiotiques, il faut impérativement rajouter ça. C'est la référence en matière de désinformation sur les antibiotiques. Pourquoi? C'est tout simplement la façon dont sont faites les études d'AMM qui ne correspondent pas du tout aux modalités dans lesquelles on va vouloir utiliser les nouvelles molécules, que ce soit à l'affaire en termes de posologie et en termes d'indication. Et finalement, quand on regarde, il y a une AMM a été donnée, c'est passé en commission de transparence, mais en pratique, tout reste à faire et on ne connaît absolument pas les nouvelles molécules quand elles sortent sur le marché. Alors, je vais vous parler essentiellement de deux nouvelles molécules avant de parler de ce qui est dans les tuyaux. C'est ceftazidime avibactam et ceftolozane tazobactam, qui sont toutes les deux AMM en juin 16 pour ceftazidime avibactam et quelques mois avant pour ceftolozane tazo. Grosso modo, des indications qui sont quoi? Ces indications, c'est simplement les dossiers, dans les dossiers d'AMM, les études qui ont été faites. Donc ça veut dire qu'on a les infections intra-abdominales, les infections urinaires et les PAVM pour ceftazidime avibactam, et pour les autres, ceftolozane tazo, on a les IA et les UA, mais ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser dans ces indications-là. Alors ces molécules, elles ont bien évidemment des différences. Et d'abord en termes de ce que j'ai appelé leur force, sur ceftolozane tazobactam, ce qui est sûr, et on va y revenir, c'est on a une activité sur les PIO qui est une bonne activité et qui est souvent supérieure aux autres antipio et qui gardent en particulier une activité sur des PIO qui sont résistants à la cefta ou à piperatazo à l'instant T. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer dans le temps et que ça n'a pas déjà commencé à évoluer. Et puis quand on regarde sur ceftazidime avibactam, quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est l'activité qu'on a sur certaines carbapénémases, en particulier KPC, les OXA48. Et puis, il y a, parce que c'est une façon dont le labo aujourd'hui essaye de les positionner, Jean-François en a un peu parlé, c'est l'explosion de consommation des carbapénèmes, effectivement c'est une activité sur les BLSE, mais ça ne veut pas dire forcément que ça doit être une alternative aujourd'hui aux carbapénèmes. Alors, si elles ont des forces, elles ont des faiblesses. Alors, première chose qu'il faut remarquer, ça c'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude quand on rajoute un inhibiteur des bêta-lactamases. On avait toujours, parce que c'était avec une pénicilline, on avait toujours une activité anti-anaérobie. Là, on n'a pas. Et si on veut traiter une infection dans laquelle il peut y avoir des anaérobies, il faut rajouter un anti-anaérobie. Et puis, en termes de faiblesses, les faiblesses les plus importantes, quand on regarde, ceftolozane tazobactam n'a aucune activité sur aucune carbapénémase et ceftazidime avibactam a pas d'activité sur les métallo-bêta-lactamases qui sont un des problèmes qui est en train d'émerger. C'est les fameuses NDM, etc., qui vont nous poser de plus en plus de problèmes. Et puis, petite particularité pour ceftolozane tazobactam, c'est qu'il y a une petite différence qui pose un problème en termes d'utilisation et de posologie entre le ceftolozane lui-même et l'inhibiteur, mais ça, on va y revenir. Alors, ceftolozane tazobactam, sur le PIO, le ceftolozane tout seul, il n'a pas besoin du tazobactam, a une activité qui est nettement supérieure sur le PIO à celle de piperatazo. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vous amène la conclusion tout de suite de ce qu'on trouve dans la littérature aujourd'hui à l'instant T. C'est-à-dire qu'il y a moins de risques théoriques d'émergence de PIO résistants sous traitement qu'avec les autres antipio, que ce soit l'équinolone, piperatazo ou ceftazidime. Et on a une conservation fréquente d'activité sur des souches qui sont résistants aux autres antipio. Alors ça, c'est un abstract qui a été de l'ECMIL l'année dernière, et vous voyez que l'activité de ceftolozane tazobactam sur des PIO, vous récupérez 68% des souches qui étaient résistantes à ceftazidime, vous les récupérez avec ceftolozane tazobactam. C'est à peu près pareil avec piperacilline, tazobactam, où vous récupérez 70% des souches qui étaient résistantes. Par contre, c'est un peu moins bien avec les carbapénèmes, qu'est-ce que vous récupérez. Toujours pareil, à l'instant T, sur ce souchier-là, vous récupérez que la moitié des souches qui étaient résistantes aux carbapénèmes. Il y a une activité sur les BLSE, c'est vrai, qui est nettement supérieure à celle de piperatazo, mais il y a un mais là, c'est vrai, sur Escherichia coli. Vous voyez, quelles que soient les souches d'Escherichia coli, vous avez une bonne activité. C'est plus vrai du tout sur Klebsiella. Et là, vous regardez sur Klebsiella, ça pose un problème parce que
de temps en temps, il peut y avoir jusqu'à 50% des souches de Klebsiella qui vont être résistantes à Staphylococcus tazobactam. OK sur les BLSE, mais uniquement le Escherichia coli. Et puis il y a, ce que je vous ai dit, le petit problème de cinétique et de diffusion de la molécule quand on fait un peu de PKPD. Et ben, quand on regarde en faisant un peu de PKPD, alors que l'objectif qui avait été pris est un objectif faible, hein, on voulait être 50% du temps au-dessus de la CMI entre deux injections, alors vous savez bien que sur ces infections vraiment graves, on a envie d'être 100% du temps à plusieurs fois la CMI. Et quand vous utilisez la posologie, qui est la posologie recommandée par le Vidal, qui est de 1 gramme 3 fois par jour, et ben vous n'arrivez pas à atteindre ces objectifs. Et en fait, il faut vraiment doubler la posologie pour pouvoir avoir une chance d'atteindre ces objectifs dans le poumon en cas de PAVM. Et en fait, dans les PAVM, par rapport aux posologies du Vidal, il faut sans doute multiplier par 2 la posologie et partir avec des posologies de 2 grammes toutes les 8 heures. Surtout que dans ce cas-là, avec la différence de pharmacocinétique, la concentration de tazobactam, elle reste toujours supérieure à ce qu'on appelle la concentration minimale efficace pendant plus de 100% du temps. Sinon, vous allez vous retrouver avec du céftolozane tout seul, sans avoir l'efficacité du tazobactam. Donc, il faut vraiment multiplier les posologies par 2. OK. Donc, quand on regarde maintenant, il y a, c'est un peu la mode, il y a eu des pros, des cons aujourd'hui. Si jamais vous voulez faire du céftolozane tazobactam en continu, il y a des données de stabilité qui ont été publiées qui montrent que c'est stable et qu'on peut l'utiliser à 2 grammes en changeant les seringues uniquement toutes les 12 heures avec 2 seringues par jour. Et quand on regarde sur les concentrations plasmatiques qui avaient été prises, si on se base sur le breakpoint du PIO avec une CMI qui est à 4, et ben vous voyez qu'en termes de ratio concentration plasmatique sur CMI, c'est peut-être intéressant de faire de la perfusion continue de céftolozane tazobactam, avec toujours la même chose. Hein. Vous prenez toujours le risque, à un moment, si votre concentration de prévention des mutants elle est très très élevée, d'être en permanence sous cette concentration de prévention des mutants, et ça veut dire d'avoir l'effet contraire de ce que vous voulez faire avec de la perfusion continue, c'est-à-dire au contraire, vous allez avoir une diminution d'efficacité et une augmentation du risque de sélection de mutants résistants. Ensuite, ceftazidime avibactam. Alors, ceftazidime avibactam, il y a une activité sur les BLSE qui est supérieure, nettement supérieure à celle de piperatazo. Je vais vous montrer une diapo après. Il y a une activité sur AMP-C. Il y a une activité, donc on l'a dit, sur certaines carbapénémases, en particulier les KPC, les OXA48 et puis les OXA48-like. Il y a une activité, ça n'apporte rien, sur un cinétobactère, céftolozane tazobactam d'ailleurs non plus. Et il n'y a pas d'activité sur les anaérobies et les métallobêta-lactamases. Alors sur les BLSE, quand on regarde sur les BLSE, c'est tiré du même papier que celui de tout à l'heure, vous voyez que l'activité sur les BLSE, elle est beaucoup plus constante, et elle est constante à la fois sur les Escherichia coli et sur les Klebsiella. Quand on regarde maintenant ce qui a été publié, avec en particulier ce papier qui a été publié par Van Duyn récemment, à la fin de l'année, c'est l'utilisation de ceftazidime avibactam. Alors c'est pareil là, on est post-AMM, on est sur des petites séries, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des grandes séries, on va être à chaque fois sur 30, 40, 50 malades au maximum. Alors là, c'était 38 patients, ça avait été fait en monothérapie, vous allez voir, ça va, à mon avis, une importance pour la suite de ce que je vais vous dire, que le comparateur, c'était la colistine, et que la colistine, eh ben, quand on regarde, elle avait toujours été faite, grosso modo, en association. C'était des patients qui étaient essentiellement bactériémiques ou avec des infections respiratoires, et c'était des KPC dans 97% des cas. Et ce papier, il montre quoi? Ce papier, il est intéressant parce qu'il ne juge pas sur non-infériorité, etc. Il juge sur comme ce qu'on essaye de faire évoluer aujourd'hui comme critère de jugement des antibiotiques, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur la mortalité? 2, est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur la durée de séjour? 3, est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur la survenue d'insuffisance rénale? Et là, sur cette espèce de truc qui commence à aborder un critère de jugement un peu composite, eh bien on voit qu'il n'y a pas photo, hein, qu'il vaut mieux avoir été traité
par ceftazidime avibactam, plutôt que d'avoir été traité par la colistine en termes de chance de pouvoir sortir de l'hôpital, de chance d'avoir fait une insuffisance rénale, etc. Donc ça, c'est un argument qui est un argument en faveur de l'utilisation de cette molécule par rapport en particulier à la tolérance et sans doute à l'efficacité. Quand on voit autre papier, alors vous allez voir ce petit papier, il a son importance parce que c'est l'équipe qui l'a écrit, qui est une équipe américaine, l'équipe de Shield. Et quand on regarde, c'était rétrospectif, 109 bactériémies à KPC. Et quand on lit ce papier, on se dit c'est super. Voilà. On a eu des guérisons avec ceftazidime avibactam. Et quand on regarde l'ensemble des comparateurs qui ont été utilisés, bah, ça marchait vachement mieux. Hein. Vachement mieux que les carbapénem avec les amyloglycosides, que les carbapénem avec la coli, que tous les autres régimes que vous avez pris. Avec déjà, première chose, il y avait une petite bithérapie qui avait été faite chez 5 patients. Et puis la même équipe, ah voilà, ça passe plus. Voilà, la même équipe, elle a publié avant dans CID et publié dans une CID une étude rétrospective de 37 infections. C'est rare quand même qu'il y ait des études rétrospectives, 37 infections dans CID. Et cette étude, ce papier, il s'est accompagné d'un éditorial. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde, ces patients, c'était des patients qui étaient relativement graves. Quand on voit avec des IGS-2 à 34 et des SOFA à 5, c'était des vrais patients. C'était des vrais patients de réa, quoi. C'était des vrais patients graves. Monothérapie dans 70% des cas. Et les résultats, ça montre quoi ? Les résultats, ça montre succès clinique 69%, 59%, pas terrible, mais 23% de récidive à J90. Mortalité globale, elle est élevée. Elle est plus élevée que ce qu'on pouvait s'attendre par rapport à un IGS à 34 avec un SOFA à 5. Et puis surtout, il y a des échecs microbiologiques dans un tiers des cas. Et dans un tiers des cas de ces échecs microbiologiques, c'est des souches qui sont devenues résistantes à ceftazidime avibactam. Alors, ça veut dire quoi ça ? Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise molécule, ça veut dire que c'est une molécule dont on a sans aucun doute besoin. C'est une molécule qui est quelque chose de supplémentaire dans notre arsenal thérapeutique. Mais ça revient à ce que disait Jean-François tout à l'heure. Dans ces bactéries multi-résistantes, et ben peut-être que ce qu'on dit depuis des années un certain nombre, que les associations, ça ne sert à rien, c'est peut-être pas vrai. Peut-être que chez ces patients-là, il faut impérativement faire sur ces bactéries-là, il faut impérativement faire des associations et peut-être des associations plus prolongées et que même ces nouvelles molécules ne suffisent pas si on veut pouvoir les préserver et avoir de l'efficacité avec ces molécules. On a à peu près la même chose hein, dans la cohorte européenne du dossier d'AMM. On a des résultats qui sont complètement comparables. Alors, ce que j'appelle la caille centrale, hein, c'est le parti communiste de la paix, donc la comaille centrale de la paix, voilà ce qu'on a dit pour les grosso modo sur ces deux molécules, c'est que c'était deux molécules qui n'étaient pas des alternatives au carbapénem. C'est la position qui a été prise par la caille, qu'elles doivent être prescrites sur des résultats microbiologiques et qu'il faut essayer de ne pas les utiliser en probabilité sur on a suffisamment d'arguments. Il y a une demande ferme que ce soit quelque chose qui soit validé par des gens qui connaissent vraiment l'infectiologie, que ce soit les réanimateurs ou que ce soit les référents antibiotiques. Et puis sinon, on a dit qu'effectivement, ceftalozane, tazo, ça avait l'air d'avoir quand même un intérêt certain sur les pios et ceftazidime avibactam, l'intérêt sur KPC et OXA 48. Alors il y a quoi dans les tuyaux ? Il reste quoi dans les tuyaux ? Eh ben, il y a des molécules qui sont en cours de développement. Il y en a même une qui est meropenem vaborbactam, qui vient d'avoir son AMM aux États-Unis au mois de septembre 2017. Et vous voyez, malheureusement, là où on a des vrais problèmes qui sont les métallo-bêta-lactamases, où on n'a pas beaucoup de solutions, parce qu'on commence à avoir des solutions sur OXA 48 et sur KPC, et ben métallo-bêta-lactamase, ça pose un certain problème. Et aujourd'hui, quand on voit en développement, il y a essentiellement l'astréonam associé à l'avibactam qui a une activité, et puis il y a un nouvel inhibiteur qui est en développement, qui maintenant n'est plus en phase 2, mais vient de passer en phase 3, qui est Cefepime zidebactam. Et puis, il y a une petite start-up californienne qui développe des sidérophores qui secrètent des antibiotiques, des antibiotiques de type de céphalosporine, qui ont l'air, au départ, de marcher sur plein de choses. Et puis, il y a deux autres choses dans la littérature. Il y a
Les ravacyclines, c'est fluorocycline, c'est une grande sœur de la tigécycline. Elle a un truc super au départ, c'est qu'elle a très très large spectre, et qu'en particulier, elle est active sur les métallobêta-lactamases. Elle a, comme les autres cyclines et comme la tigée, aucune activité sur le pio, aucune activité sur Acinetobacter, mais c'est une cycline, donc on va avoir les mêmes problèmes que les problèmes d'utilisation avec la tigécycline. C'est que, les posologies auxquelles elle est testée aujourd'hui ne sont pas des posologies suffisantes pour avoir des concentrations plasmatiques suffisamment élevées, et on va sans doute avoir exactement les mêmes problèmes de positionnement et d'utilisation et de mauvaise utilisation qu'avec la tigécycline, pour lequel Jean-François vous a dit qu'il fallait qu'on multiplie les doses par 2. Et puis, vous avez un aminoside qui est quasiment en voie d'atterrissage, qui s'appelle la plasomycine, et qui est grosso modo un super amyclin, et qui récupère un certain pourcentage d'activité sur des souches d'Acinetobacter résistants à tout. Et puis vous avez, juste pour l'histoire, parce que c'est des trucs qui sont en cours de développement, mais on n'est pas prêt encore de les voir arriver sur le marché. Il y a les peptides de défense naturelle, et puis il y a des petits peptides antimicrobiens qui sont produits par certaines bactéries, qui ont une activité parfois avec des spectres très très larges. Voilà, j'ai fini et j'ai réussi à tenir dans mon temps.